Loïc, tu me manques. Voilà ce que j'ai à dire. Je regrette de ne pas avoir fait beaucoup plus pour toi. Je regrette. On aurait dû faire tous beaucoup plus pour toi. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble la condamnation du rappeur MHD qui a donc été condamné à 12 ans de prison pour le meurtre du jeune Loïc Armstrong. T'as dit que t'allais faire un petit break, ça m'a un peu angoissé ça. Ouais. Juillet 2018, dans une rue du 10e arrondissement de Paris, Loïc Armstrong, 23 ans, meurt en pleine rue. La Mercedes noire est la sienne, mais le rappeur explique qu'il l'a prêtée souvent. J'étais un peu fatigué, j'avais plus envie de musique. Victime d'une rivalité entre bandes. La question que vous pourrez vous poser au début de cette vidéo est de savoir pourquoi je fais cette vidéo. Et en vérité, j'ai longtemps réfléchi parce que l'idée de vous parler de ce sujet ne m'est pas venue avec l'actualité. À savoir qu'il y a quelques mois, je parlais avec une amie de différentes affaires, notamment suite à la vidéo que j'avais faite sur Kanye West. On revenait sur les black on black crime et elle m'a évoqué effectivement le cas français de Loïc Armstrong. Au début, comme la plupart d'entre vous, j'avais entendu parler de l'affaire, mais comme MHD était dehors, pour moi c'était une espèce de petite rixe entre bandes. J'avais vraiment une idée assez éloignée et banale de ce qui s'était passé. Toutefois, quand elle et moi on s'est mis à chercher, on a regardé sur internet, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est qu'il n'y avait pas de photos de Loïc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on tombait sur des portraits, des images floutées. Et c'était très bizarre pour moi de voir un jeune de 23 ans qui est malheureusement décédé, mais qu'on ne trouvait aucun portrait de lui. Alors, de façon assez particulière, je me suis mis dans l'idée de trouver des photos de Loïc. C'est-à-dire qu'elle et moi, on s'est dit, on va chercher. On est allé à la Grange aux Belles. On a essayé de parler avec des gens qui connaissaient Loïc. Et à chaque fois, on ne tombait pas sur des photos de lui, ou alors une photo de lui véritablement humaine, en fait. On tombait sur des trucs un peu flous. Et il y a un pote justement en août qui m'a dit « Mais tu sais que MHD a son procès, tu devrais y aller ». Et c'est donc comme ça que je suis allé au procès. Et jusqu'au moment où je suis entré dans la salle d'audience, je n'avais pas véritablement MHD en ligne de mire. Dans mon esprit, c'était toujours de savoir ce qui s'était passé avec Loïc. Et finalement, quand je suis entré là, l'histoire s'est totalement refermée sur moi et j'ai donc suivi le procès autant que j'ai pu, à savoir 5-6 jours, j'y suis allé du matin au soir. D'ailleurs, je fais un big up à tous les abonnés que j'ai croisés et qui n'ont pas leaké sur internet que j'étais là. Et donc, j'ai suivi les audiences et dans cette vidéo, ce que je vais vous donner n'est pas une contradiction à ce qui a été dit ou pas dit. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, ce que j'ai perçu de l'audience et je vais vous donner ma version, mon analyse du pourquoi MHD a été condamné à 12 ans de prison. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il ne va pas faire appel. D'ailleurs, je pense qu'il fera appel. Mais on va malgré tout revenir sur les faits, mon point de vue et surtout dans quelles conditions sa propre musique a joué, selon moi, assez fortement, même si ça peut paraître assez simple, dans cette condamnation. Vous habitez les mêmes quartiers, vous fréquentez le même métro, le même kebab et pourtant, vous faites la guerre. La question va être posée par la juge à l'un des accusés et elle résume assez bien l'histoire. À savoir que dans le 18e arrondissement, rue des Chaux-Fourniers, il y a une cité qui s'appelle la Cité Rouge. Des grandes briques rouges l'entourent, c'est pour ça qu'elle porte ce nom, et ils sont en guerre depuis très longtemps avec un autre quartier très proche, la Grange aux Belles. Géographiquement, les deux endroits ne sont pas très éloignés, mais depuis quasiment toujours pour les jeunes accusés qui sont dans la salle, ils se font la guerre. La raison de la guerre, en vérité, on ne la comprend pas. On peut rester dans la salle d'audience pendant des heures et des heures, mais jamais on n'arrive vraiment à savoir d'où vient cette tension qui est pourtant infernale. C'est ce qu'ils appellent d'ailleurs eux-mêmes la jungle. Depuis qu'ils sont tout petits, même quand ils sortent des cours, chaque fois qu'ils aperçoivent d'autres jeunes qui ont le même âge qu'eux du quartier adverse, ils se battent, ils s'écharpent et ils n'en connaissent pas la propre raison. Et l'un des accusés qui m'a fortement marqué dans l'histoire s'appellera ici Monsieur T. Monsieur T, qui était incarcéré quand il a comparu pour son procès, explique effectivement que toute sa vie, il n'a vécu que dans ça. Il fait même le parallèle en disant qu'avant d'aller en prison, toute la vie qu'il connaissait était ancrée dans le fait de se dire que ces gens-là étaient ses ennemis, les gars de son quartier étaient ses amis, et le monde extérieur était un monde qui, selon lui-même, lui était totalement extérieur. Ah mais c'est mort, wesh. Voilà à quoi ressemble une bagarre entre mineurs du 18e et du 19e arrondissement.
Ils se sont constitués en groupes qui portent les noms de leur quartier, comme Max Do pour Marx Dormois, Besbar pour Barbès ou encore Danube dans le 19e. C'est celui qui était selon moi le plus abrupt dans sa manière de voir les choses parce qu'il décrit effectivement une violence que lui-même n'explique pas et dans son cas en particulier, il y avait le spectre de la mère. À savoir que sa mère, très consciente de la violence dans ses quartiers, avait décidé de lancer une association pour pouvoir faire en sorte que les gamins ne tombent pas dans la violence. Malheureusement, lui, il tombe dans cette violence-là et il le justifie avec des argumentaires assez humains, disant finalement que lui n'avait pas connu de père et que le fait de se retrouver avec certains grands frères, certains qui étaient très impliqués dans ça, lui donnait une sorte d'appartenance à une famille, une communauté. Et c'est pour ça que malgré lui, il s'est lancé dans cette aventure qui semblait être sa vie jusqu'à ce qu'il arrive en prison et qu'il finisse par comprendre que le monde extérieur était totalement différent. Lui et plusieurs de ses co-détenus, qui étaient aussi accusés dans l'affaire, vont à plusieurs reprises d'ailleurs répéter le fameux mot, à savoir c'était la jungle. Et tout part justement de cette tension. Parce que tout commence le vendredi 6 juillet 2018. Ce soir-là, plusieurs jeunes de la Grange Jaubel attaquent des jeunes de la Cité Rouge. Quand ça se passe, les téléphones vont s'animer, c'est-à-dire que plusieurs des accusés vont s'appeler. Et c'est donc à ce moment précis que la police repère, selon eux, un appel d'un des téléphones vers le téléphone de Mohamed Silla, à savoir MHD. Les heures vont passer, 23h, minuit, 1h du matin, 2h du matin. Et justement, aux alentours de 2h50, plusieurs jeunes de la Cité Rouge vont à l'attaque de la Grange Jaubel. Ils viennent prendre leur revanche par rapport à ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée. D'ailleurs, il y a un des jeunes de la Grange Jaubel qui avait failli être attrapé par eux un peu plus tôt dans la soirée, mais il a été sauvé parce qu'il s'est réfugié chez un des commerçants. Et du coup, quand cette bande de jeunes arrive aux abords de la rue Saint-Maur, plusieurs jeunes de cette rue-là, du quartier de la Grange Jaubel, comprennent qu'ils viennent en découdre. Ils ont des vêtements sombres, voilà, la voiture, et ils se mettent à fuir. Le seul qui a du mal à s'échapper, c'est donc Loïc Kamchuang. C'est un jeune qui est originaire du Cameroun. Il arrive ici avec son père alors qu'il a environ une dizaine d'années. Et en fait, au début, tout se passe très bien pour lui. Il a son bac. C'est quelqu'un d'apparemment assez intelligent qui, bizarrement, au moment d'aller à l'université, va tomber dans une sorte de dépression et de détresse sociale. À ce moment-là de sa vie, il vit d'ailleurs dans un des sous-sols d'un des immeubles du quartier. Et il se débrouille, c'est-à-dire qu'il a plutôt bonne réputation. Plusieurs des commerçants qui se souviennent encore de lui aujourd'hui rappellent qu'il était plutôt serviable, mais très renfermé, très sur lui-même. Il n'était pas du tout, selon plusieurs des témoins et plusieurs des commerçants qui le connaissaient dans la vie de gang. Ça faisait 2 ans qu'il dormait dans un parking. Un garçon très agréable qui n'a rien à voir avec les problèmes de ce quartier. Il venait récemment acheter des trucs dans mon commerce. Mais c'est vrai qu'il traversait apparemment une passe difficile. C'est lui qui a du mal à s'échapper. Et c'est donc sur lui que les multiples jeunes vont lâcher leur colère parce qu'ils vont lui planter donc 22 coups de couteau à n'importe quels endroits de son corps de façon extrêmement barbare. Et les images ont apparu sur Internet. Loïc est mort de façon barbare et brutale. Et bien sûr, l'une des choses qui permet ça, c'est la voiture. C'est la voiture qui coupe Loïc dans sa course et permet donc aux jeunes de sortir et de se déverser totalement sur lui. Quand l'histoire se passe, il n'y a absolument rien dans les médias. La police vient sur les lieux, l'enquête commence et quelques heures après le lendemain, la fameuse voiture est brûlée. Du moins, on essaie de la brûler pour, selon les policiers, effacer les preuves. Le feu ne prend pas totalement et dans la fameuse voiture, ils retrouvent des papiers appartenant à MHD. Ils vont continuer l'enquête sur plusieurs mois. Ils vont aussi se rendre compte que la fameuse voiture était la voiture de MHD. L'un des garçons qu'on apercevait dans la vidéo avait une teinture blonde. Là encore, ça fait le lien avec MHD parce qu'à l'époque, il a arboré une teinture blonde dans plusieurs de ses clips et dans plusieurs de ses prestations. Élément final, il portait un maillot Puma. À l'époque, MHD est ambassadeur de la marque. Là encore, ça va être un des arguments qui va en rajouter à la suspicion autour de lui. Mais ça ne va pas se faire tout de suite parce que vous vous rappelez sans aucun doute que MHD est inculpé début 2019
Et le meurtre de Loïc passe quasiment dans l'indifférence totale en juillet 2018. Mais si on pourrait penser que l'affaire commence à ce moment précis, ce n'est pas véritablement le cas. Selon Le Parisien, en 15 ans, on dénombre environ 30 affrontements entre les deux bandes de la Cité Rouge et de la Grange Jaubel. Ça fait en réalité plusieurs années que ces gens ne cessent de se battre pour des raisons qui, encore une fois pour les policiers, leur semblent totalement inconnues ou floues. Mais dans cette affaire précise, quand on remonte le dossier, ils se rendent compte qu'en 2017, un incident pareil a eu lieu. Une bande armée jusqu'aux dents, cette fois de la Grange Jaubel, batte de baseball, couteau, machette, plein de choses, s'est lancée à la recherche de jeunes dans la Cité Rouge et ils sont tombés sur un des grands frères de cette cité qu'on va appeler Monsieur M. Et Monsieur M, qui n'avait donc que 28 ans, va mourir avec 18 coups de couteau, donc de façon assez similaire à celle de Loïc. Et en allant un peu plus loin dans l'affaire, ils vont se rendre compte que le petit frère de Monsieur M est un des mis en cause dans l'affaire de Loïc et un des amis les plus proches, justement, de MHD. J'ai assisté à 6 jours des 3 semaines de procès de MHD. Donc effectivement, ce que je vous dis à prendre avec des pincettes et vous pourrez faire vos propres recherches, aller lire des rapports d'audience, vraiment prenez du recul sur ce que je vous dis. Mais il se trouve aussi que je suis tombé sur un abonné, Music Phoenix, auquel je fais un gros big up. Je voulais absolument qu'il soit dans cette vidéo, mais il avait un peu peur. Mais ce qu'il a fait, c'est que quand j'étais pas là, il me faisait des espèces de rapports d'audience. Chaque jour, il me disait voici ce qu'on a dit sur tel témoin, sur tel autre témoin. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu un petit souci quand j'étais là-bas, qui était indépendamment de ma volonté. C'est-à-dire que les 2 premiers jours, ça se passait super bien. Je parlais même avec les policiers et tout. Et au bout de 2 jours, ils se sont dit que c'était peut-être moi qui faisais les fameux threads sur Twitter. Donc au début, j'avais l'autorisation d'enregistrer ce genre de choses. Et finalement, tout m'a été pris, mon téléphone et ce genre de choses. Dès que j'entrais, on me coupait mon téléphone ou on me disait ton téléphone est là, suspension d'audience, montre-nous ton téléphone. Donc voilà. Ils ont cru que c'était moi qui faisais le fameux reporting sur Twitter, alors que ce n'était absolument pas le cas et alors que j'avais affirmé que je faisais du contenu sur une autre plateforme. Mais bon. Vous avez toujours habité à Trappes? Non. Toujours en 78. Donc vous n'avez jamais habité dans Paris? Ni dans le 10e, ni dans le 19e? Non. Non, jamais. Mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, un procès aux assises, c'est pas juste en mode tu viens, on te juge. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que c'est différent de la justice de Twitter. Quand tu viens, on fait un examen de personnalité pour chacun des accusés. On essaie de savoir qui tu es, quel est ton parcours, quelles ont été tes difficultés dans la vie, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te retrouves devant les gens. Et donc, face à ça, on a plusieurs experts qui viendront à chaque fois dire ce qu'ils ont pensé en étudiant ton dossier, en t'examinant, en parlant avec toi. Ils peuvent avoir des regards neutres, pas neutres, mais chacun vient et donne sa version de la personne que tu es pour qu'on puisse ensuite te juger. Et c'est justement là que MHD, selon moi, va détonner. Contrairement à plusieurs des accusés qui vont raconter effectivement Au nom de l'amitié, il pourrait faire des choses qu'au départ, il n'aurait pas imaginé faire. Non, parce que justement, je parle de fait qu'il n'est pas influençable, il a ses valeurs personnelles avant tout. la frayeur de la jungle, tout ce qu'ils ont vécu depuis qu'ils sont tout petits, avec la Cité Rouge, avec la Grange Jaubel, ils vont décrire cet environnement-là. MHD va être quasiment le seul dans ses examens de personnalité à être justement MHD. Il ne sera jamais véritablement Mohamed Sylla. Ou alors, il va nous expliquer que Mohamed Sylla et MHD, c'est quasiment la même personne. Il va me dire à plusieurs reprises que voilà, la vie qu'il a vécue dans les quartiers, c'est la vie des clips. C'est-à-dire qu'on est très familial, ambiance plutôt posée. Et plusieurs témoins d'ailleurs vont dire que c'est quelqu'un qui livrait des pizzas, qui essayait de s'en sortir totalement loin de cette ambiance des gangs. Et à ce moment-là, on voit effectivement ce qu'on appréciait beaucoup chez MHD. Le côté où il montre une cité joviale, tout le monde se côtoie, tout le monde s'apprécie. Une autre image de ce monde-là qui correspond en réalité à ce qu'on connaît de lui. Il est très proche de sa famille, un encadrement plutôt sain, ils ont un groupe familial Snapchat et ça dénote parfois avec les parcours plus difficiles des accusés et à certains moments on pourrait même se dire mais pourquoi est-ce qu'il est là en fait? Finalement lui, sa vie est tellement classique, normale, petit garçon plutôt cool qui veut s'en sortir. Comment est-ce qu'il fait pour se retrouver là? Parce qu'encore une fois cette image, vous le comprenez, est totalement identique à l'image qu'on a dans le mainstream de lui. Mieux encore, MHD qui donc au début s'éloigne donc totalement de cette vie de la rue dans sa dialectique,
a des arguments pour se défendre. Il explique au début clairement que lui, il revient au quartier parce qu'il est attaché à ces gens-là, parce que sa famille vit encore, mais pas parce qu'il a des activités plus ou moins illicites ou alors des activités de gang avec les gens. C'est par générosité et il y a plusieurs témoins qui affirment, notamment son producteur, que MHD a l'habitude d'aller au quartier, de prêter sa voiture, ses affaires, de faire des dons, ce genre de choses. Donc en fait, c'est par pur altruisme au début qu'il y retourne. Les autres points, et là je vous conseille de les noter, c'est qu'effectivement, le premier point, c'est l'appel téléphonique. La police dit qu'MHD a reçu un appel téléphonique au moment où la première X a été faite contre la Cité Rouge. MHD dit premièrement n'avoir pas vu cet appel téléphonique. Le deuxième point, qui était d'affirmer sa présence sur les lieux, plusieurs personnes, notamment son cousin, ont exactement la même teinture blonde que lui. Et donc effectivement, pour lui et ses avocats, ce n'est pas un argumentaire plausible, surtout que la sœur de MHD affirme avoir vu MHD chez elle à 2h du matin à la Cité Rouge, mais il ne portait pas les mêmes vêtements Puma qu'on a vu dans la vidéo. Et justement, l'une des intox qui a longtemps tourné sur Internet, c'est que les fameux vêtements Puma, et ça c'est une erreur de la police, étaient une collection exclusive réservée à leurs ambassadeurs. En réalité, les vêtements étaient disponibles sur Internet depuis très longtemps, donc tout le monde, y compris des habitants normaux de la cité des Chaux-Fourniers, aurait pu se procurer ces vêtements-là. La sœur de MHD affirme l'avoir vu à 2h du matin. Le crime, je vous le rappelle, s'est passé à 2h52 environ. Elle dit qu'il est resté à la maison pendant 1 heure et qu'il s'est changé. Il avait un t-shirt blanc et un jean bleu. Donc, il n'aurait pas pu commettre le crime. Mais en plus, si on suit cette théorie, il n'était pas habillé avec le fameux jogging Puma. Mais il reste quand même la question des téléphones. Parce que MHD avait 2 téléphones qui étaient dans la voiture au moment de l'agression, du meurtre de Loïc. MHD justifie qu'il avait laissé ses téléphones dans la voiture pendant qu'il était au bowling. Et normalement, le faisceau qu'on a, le fait que sa sœur dise qu'il était à la maison, qu'il ressorte un peu plus tard, est censé, vous en conviendrez, totalement l'éloigner de ce faisceau autour de lui. D'ailleurs, la police, à certains moments, ne fait pas très bien son travail parce qu'il y a un témoin qui affirme avoir vu MHD dans une supérette juste après le meurtre de Loïc, sauf qu'il note ce que les témoins disent, mais ils ne vont aller que 6 mois plus tard à la supérette récupérer les images. Or, quand ils arrivent, ça fait 6 mois, le commerçant a supprimé les images. Donc, on ne peut pas prouver ce que les témoins ont dit. Et en plus, ce fameux témoin ne viendra jamais à la barre. Ce qui, pour la défense de MHD, corrobore le fait que peut-être c'était un mensonge pour nuire à la réputation de l'artiste qu'est MHD. C'est-à-dire que pendant très longtemps dans ce procès, c'est très difficile finalement de casser finalement l'image qu'a MHD et de la relier à la street. Pareil, la police fait ce qui sera considéré par l'équipe de MHD comme une autre erreur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres garçons dans la Cité Rouge qui ont la même coiffure que MHD. Ils ne vont pas vérifier leurs alibis et pour l'équipe de MHD, c'est incohérent ou alors ça montre qu'ils étaient trop focalisés sur lui et sur le fait que ce soit une célébrité qu'on veuille faire tomber. Cette idée-là va longtemps parcourir dans le procès jusqu'à une journée où j'ai justement assisté et c'était super long parce que toute la journée on était vraiment sur l'étude de la personnalité de MHD. Il y a eu plusieurs personnes qu'il a rencontrées, des psychiatres, des gens qui sont venus à chaque fois nous dire ce qu'il était. Il y a d'ailleurs un psychiatre qui ne pouvait pas se déplacer, qui avait son écran et qui nous a dit que finalement MHD pour lui c'était un parcours de vie assez lisse, contrairement aux autres prévenus, quelqu'un de très normal. D'ailleurs, il était un peu marrant ce monsieur, il dit oui, c'est quelqu'un qui écrit des textes, c'est pas vraiment un musicien. Ça m'a fait sourire parce que j'ai trouvé ça particulier pour un psychiatre de faire la différence entre le fait de dire que oui, il écrit beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qui joue des instruments, ce genre de choses. Enfin bref, pour vous dire qu'en vérité, son apport par rapport à MHD était plutôt banal. Il nous racontait la vie de quelqu'un de très simple qui, encore une fois, n'aurait pas dû ou alors ne devrait pas se retrouver dans une situation pareille. Et c'est là, et vraiment là, c'est une scène que je vais vous raconter moi. C'est-à-dire que c'est moi qui vous la raconte. Et pourquoi ? Parce que je l'ai vécu et je pense que ça a été un des 2 shifts du procès.
Parce que selon moi, les avocats de Loïc ont joué sur deux choses. Et la première chose qui a atteinte à l'image de MHD, c'est justement ses propres chansons. Au bout de cette journée-là qui fut extrêmement longue, ça a commencé à 10h, environ vers 17h, une avocate de la partie civile demande à MHD si le frère de Monsieur M, le jeune homme qui a été tué en 2017, avait un surnom. MHD dit non. Pour moi, il n'avait pas de surnom, je l'ai toujours appelé par son nom, Monsieur M. Et alors la dame dit ok, très bien. Ensuite, elle lui dit, est-ce que des fois vous parlez de la Cité Rouge, enfin voilà, de votre quartier dans les chansons? Là, je vous le raconte, ça fait 2 minutes. Cette scène dure environ 15 minutes, 30 minutes, voire 3 heures sur toutes les questions qui seront posées. Pourquoi? Parce que les avocats de MHD font objection, ils ne comprennent pas, donc du coup ça dure dans le temps. Et MHD donc répond à ce moment précis, non, je parle de chansons de mon quartier parce que c'est mon quartier, mais je n'en parle pas spécialement, ce genre de choses, enfin bref. Ça prend du temps pour que MHD puisse dire qu'il parle effectivement de son quartier. L'avocate des parties civiles reste très stoïque et elle lui dit ok, il n'y a pas de souci. Et là, elle va citer des paroles que vous connaissez sans aucun doute de plusieurs chansons de Afro Trap. Elle va commencer par Afro Trap partie 2, je crois. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va citer un autre Afro Trap. Vous connaissez les paroles de ces chansons-là? Elle ne les a pas modifiées. Et MHD va avoir une réponse qui va surprendre beaucoup de gens, dont moi dans la salle. Il va dire non, ce ne sont pas les paroles de mes chansons. Elle va dire mais je les ai trouvées sur Google et tout. Il va dire non, ce n'est pas moi qui ai écrit ce genre de chansons et tout. Ce qui paraissait un peu bizarre à ce moment précis de l'histoire. Mais elle va continuer. Elle va lui dire, dans votre deuxième album, il y a une chanson qui s'appelle 19. Le 19 est écrit en chiffres romains. Dans cette chanson qui s'appelle 19, à un moment, vous dites « On a perdu Harry, qu'il repose en paix, la vie de ma mère, que les mecs d'en bas, plus jamais ils ne seront en paix. » On a perdu Harry, qu'il repose en paix, la vie de ma mère, que les mecs d'en bas ne seront plus jamais en paix. Et donc, elle dit ça. Et elle lui demande, à ce moment précis, de qui parlez-vous dans cette chanson? Il y a un grand silence dans la salle parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'elle va? Et là, MHD dit, non, je parle de mon cousin Harry. Et l'avocate des parties civiles sort un document d'une autre témoin qui spécifie qu'en fait, le surnom du frère de Monsieur M, qui est donc décédé en 2017, c'était Harry. À ce moment-là, MHD dit, non, moi je ne l'appelais pas Harry, c'est de mon cousin dont je parle. Il répète encore, c'est de mon cousin dont je parle. L'avocate des parties civiles dit, très bien, mais qui sont les gens d'en bas et qui n'aura plus jamais la paix? Et à ce moment précis, MHD redit, non, je parlais des gens d'en bas en parlant de nous, le peuple. L'avocate des parties civiles, toujours très stoïque, lui dit, il n'y a pas de souci, mais du coup, est-ce que vous pouvez expliquer à la cour où se trouve la Cité Rouge par rapport à la Grange Obel? Et effectivement, MHD est donc obligé géographiquement de montrer que la Cité Rouge est en haut et la Grange Obel est en bas. En fait, là tout de suite, ça peut vous paraître banal. Mais à ce moment-là, je pense qu'elles ont gagné un point. C'est-à-dire que moi qui avais suivi plusieurs jours, je me rends compte qu'en fait, elle a réussi à faire le lien entre le personnage de MHD qu'on avait là et la rue. Parce que d'un coup, même si MHD nie, on se rend compte qu'il y a quand même un lien, vu que d'un coup, dans ses propres chansons qu'on connaît, il parle et peut être menaçant par rapport à la Grange Obel. Ils réussissent à faire ce premier lien-là, qui interpelle d'ailleurs le procureur, parce qu'à ce moment-là, le procureur prend la parole et il dit c'est bizarre, depuis le début, on parle du fait que vous avez un parcours lisse. Et là encore, ça prend du temps, parce que MHD se défend en disant oui, mais pourquoi est-ce que ça vous gêne que j'ai un parcours lisse? Enfin, voilà, moi, j'ai une vie tranquille, je vois pas pourquoi est-ce que ça dérange autant de gens, est-ce que voilà, c'est du fait de mes origines et ce genre de choses. Et le procureur finit par lui dire non, c'est parce que je pense pas que vous ayez un parcours lisse, je pense que vous avez un parcours lissé.
Et avoir un parcours lisse et avoir un parcours lycée, c'est deux choses différentes. Ça enclenche encore un long dialogue. Et je me permets de vous raconter pour que vous compreniez bien que ce n'est pas en 2 minutes, mais pour que vous voyez le cheminement. Et au fil de ce cheminement, le procureur lui demande, donc en fait, vous avez grandi avec tous ces gens-là, que vous connaissez tous, parce qu'à chaque fois, vous connaissez les frères, les sœurs et tout, et tout, et tout, et tout. Et MHD lui dit oui, parce qu'à la cité, tout le monde se connaît. Ok, vous les connaissez tous, mais eux nous décrivent, et c'est donc là le parallèle, une vie de jungle, de destruction, de violence. Depuis qu'ils sont petits, ils ont quasiment le même âge que vous. Ils sont dans la violence, et vous me décrivez l'inverse. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre en fait. Vous n'avez aucune histoire, vous n'avez jamais connu la violence, ce genre de choses. Il n'y a rien qui s'est passé dans votre vie qui est en rapport avec ces histoires de gang et tout. Et MHD redit non, pas du tout. Et là, du coup, le procureur lui dit, mais en fait, dans mon dossier, en 2016, votre frère a failli être assassiné par justement les gars de la Grange Obel. Il a vécu quelque chose qui... c'était une tentative de lui ôter la vie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Et là, MHD lui répond, bah c'est pas ma vie, c'est la vie de mon frère. Sauf que, et je pense d'ailleurs qu'on peut tous être d'accord avec ça, c'est la vie de son frère. Sauf que ce moment va encore une fois être très long, parce que le procureur va lui dire, oui, c'est la vie de votre frère, mais vous avez dit que votre frère et vous, vous êtes super proches, il vous en a jamais parlé. Et MHD va dire, oui, il m'en a parlé 2-3 fois, vite fait et tout, mais je ne connais pas ce qui s'est passé. Et le procureur va dire, votre petit frère risque de se faire tuer par des gens et vous n'êtes pas capable. Il va même faire une blague, il va dire, il vous en a parlé entre 2 tartines de pain. Et MHD va répondre, oui, mais c'est sa vie, c'est pas ma vie, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas là ce jour-là, et voilà. Selon moi, ces moments-là qui peuvent vous paraître banals, en vérité, non. Ils vont briser l'armure. D'ailleurs, MHD va être, à la fin du procès, obligé de revenir sur ces affirmations qui, clairement, n'étaient pas vraies. Mais pourquoi c'est important? Parce que selon moi, à ce moment-là, moi qui étais dans la salle et qui avait suivi plusieurs jours, je vois que, finalement, il y a un rapport entre la rue et MHD, ce qui n'était pas évident avant. Avant, tous les éléments n'étaient que circonstanciels. Le fait que sa voiture se retrouve là-bas, ses téléphones et tout, c'était vraiment peut-être du pur altruisme et ce genre de choses. Mais au moment où les avocats réussissent à prouver qu'il y a un lien entre la star et la rue, ça commence à devenir difficile, surtout qu'eux-mêmes affirment que son dernier single, sorti il y a moins d'1 mois, s'appelle Jungle. Qu'une vie, je veux pas détruire pour toi. Demain, c'est loin. Or, le mot utilisé pour décrire leur enfance par tous ces causes accusées, c'est encore une fois la jungle. Et je précise ici à toutes fins utiles que ce n'est pas un vœu, un souhait, c'est une analyse de ce que j'ai vu. Parce que le second argumentaire qui va être très appuyé par l'accusation, c'est encore une fois un argumentaire très public, c'était le fait qu'MHD, en septembre 2018, quasiment quelques semaines donc après la mort de Loïc, vous vous en souvenez, annonce qu'il va prendre sa retraite. J'étais un peu fatigué, j'avais plus envie de musique, plus envie de cette vie de star, tout ça. Je voulais vraiment être dans l'anonymat en fait, vraiment être tranquille et faire ma vie, quoi. Cela peut vous paraître anodin, mais c'est un élément qui ne l'était pas et qui a été longtemps débattu dans le procès. Pourquoi est-ce que MHD, à ce moment de sa carrière, alors que tout semblait lui fleurir, alors qu'il avait même prévu une tournée internationale mondiale, décide de faire un break ou alors d'arrêter sa carrière, comme lui-même l'a dit? Exactement, ouais, pour moi le 19e, ça représente énormément de choses, beaucoup de souvenirs. C'est là-bas que j'ai rencontré mes amis, c'est là-bas que ma famille vit actuellement. Toute ma scolarité, toutes nos bêtises même, ça s'est passé dans le 19e. Et ouais, je suis toujours avec ce même groupe d'amis. Voilà, on était tous livreurs de pizza. Encore une fois, c'est interpellant parce que c'est sur ces réseaux sociaux qu'il fait l'annonce. Et les avocats de la famille vont insister sur ce point avec plusieurs documents à l'appui, mettant en exergue qu'en réalité, ce n'était pas parce qu'il voulait vraiment arrêter sa carrière, mais c'était parce qu'il avait compris que tout de suite après le crime autour de Loïc et étant fortement impliqué selon eux, les poursuites judiciaires allaient commencer et qu'il préférait justement refroidir, entre parenthèses, la température médiatique autour de lui. On se souvient encore de son passage chez Hanouna, à l'Élysée. Ils estiment que le fait d'avoir annoncé sa retraite à ce moment-là était pour mieux se préparer, selon eux, à faire le fight judiciaire, parce que c'est par exemple MHD
qui contacte la police et dit qu'il est à leur disposition parce qu'il a ses téléphones. Et le fait d'avoir ces téléphones n'est pas anodin. Les téléphones étaient dans la voiture au moment où Loïc a été tué. Alors, certes, il a prêté sa voiture, mais en plus, après le meurtre, selon MHD, on lui a rendu les téléphones. Pour l'accusation, c'est un peu trop gros, surtout qu'il y a un des éléments du procès qui était très perturbant et qui m'a fortement frappé, c'est qu'on s'est retrouvé quand même dans des scènes qui ressemblaient à des films américains. C'est-à-dire qu'on a vu un témoin pleurer en disant qu'il ne pouvait rien dire parce que sa mère avait été menacée. La juge a demandé mais par qui? Il a dit un grand homme noir est passé à la maison. Il a dit que si je parle, ma mère sera menacée. Et on a vu plusieurs témoins, tous qui étaient censés témoigner contre MHD, ne pas se présenter à la barre. C'est à ce moment-là que se joue ce qu'on pourrait considérer comme étant un coup de poker. MHD est principalement sur le fait de dire « je n'ai absolument rien à voir avec tout ça ». En fait, tant que tout n'était que circonstanciel et qu'on ne pouvait pas relier MHD à la rue, le personnage pouvait être totalement le même. On pouvait toujours se dire que c'est le rappeur qui a été impliqué malgré lui dans une histoire qu'il n'a pas compris. Dès la seconde où, avec sa propre musique, ils ont réussi à faire ce lien-là, ils ont complètement chamboulé les cartes. Parce qu'après, ça devient beaucoup plus dur de dire qu'il ne comprenait pas où il était, ce qu'il était, ou alors, et ça c'est l'autre point de l'affaire, qu'il ne savait pas à qui il a donné ou à qui la voiture est allée. Parce qu'au fil du procès, où le procureur lui reprochait à plusieurs reprises d'être un peu agressif, de manquer d'empathie, en fait, sur la fin, il est quand même un peu forcé de livrer quelque chose. Il explique qu'il était au bowling et qu'il a confié sa Mercedes à 5 amis à lui, qu'il était ensuite chez lui quand il a entendu ce qui se passait avec Loïc et qu'il n'en savait rien et que quelques heures après, quelqu'un lui a ramené ses téléphones. Le seul problème, c'est que sur toute l'histoire qu'il raconte, lorsque le juge lui demande « qui vous a ramené vos téléphones ? Qui étaient les 5 amis ?» il va répondre à chaque fois qu'il ne peut pas dire. Et là, je sais que certains se disent « oui, c'est normal, c'est le no-snitch ». Oui, on ne snitch pas, on n'est pas des rats. Voilà. Le seul problème, c'est qu'en vérité, dans une salle d'audience, c'est très particulier. Et c'est d'ailleurs un moment qui m'a beaucoup ému, c'est-à-dire que lors des plaidoiries de la défense, la famille de Loïc est partie parce que j'imagine que c'était insupportable pour eux d'écouter les avocats plaider. Parce que finalement, un procès, c'est quoi? C'est une famille qui est juste là, qui est éplorée, c'est des accusés de l'autre côté, et c'est peut-être une famille qui se dit c'est peut-être lui ou c'est peut-être elle qui a tué mon fils, ou tu vois ce que je veux dire? Et ils sont très proches en fait. Limite, en vérité, dans un procès, et je me suis rendu compte de ça, t'es jamais aussi proche potentiellement de la personne qui t'a fait du mal ou qui a fait du mal à quelqu'un de ta famille. Et finalement, rester là assis, supporter ça, c'est extrêmement dur. Et c'est aussi là que le no-snitch, ça peut être difficile. Et la juge l'a dit à un moment, elle a dit le fait de venir à chaque fois, venir dire je ne peux pas le dire, ça peut aussi être un poignard et ça lèche, j'imagine, pour la famille à côté qui se dit finalement, en vérité, beaucoup de ces personnes-là pourraient savoir ça, vous ne savez pas qui a tué notre enfant. Et au nom d'une loi que nous ne comprenons pas, en fait, personne ne va rien dire. Ça veut dire que la vie de notre fils ne vaut pas grand-chose pour ces gens-là. Bon, de notre côté, on sait aussi qu'il y a des peurs, il y a des menaces. Et cette partie pourrait jouer dans les deux sens dans le cas de MHD. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement se dire, comme le dit la défense, que les témoins ne sont pas venus témoigner contre lui parce qu'ils ont menti et qu'ils ont accusé à tort la star du quartier. Ou alors, effectivement, de l'autre sens, se dire que les témoins ne viennent pas parce qu'ils ont accusé la star du quartier et qu'ils ont peur. L'accusé qui m'a le plus marqué était Monsieur T. Parce que je crois que c'est lui qui a eu les seuls mots pour Loïc. Et je me rappelle de ce moment parce que quand il s'est levé et qu'il a eu quelques mots pour Loïc, l'avocate de la défense s'est elle aussi levée et l'a remercié en son nom en disant vous êtes la première personne, la seule personne à avoir eu quelques mots pour lui, donc franchement merci. Il n'était pas en mode peut-être qu'il n'était pas innocent, peut-être qu'il méritait ce genre de choses, parce que finalement, Loïc ne méritait pas ça, au même titre que Harry, au même titre que tous les autres. Et la condamnation de MHD, chacun en pensera ce qu'il voudra, vient aussi surtout du fait que ces environnements-là étaient certes super toxiques, mais ils ont malgré tout réussi à établir un lien
entre ces environnements-là et son présent. C'est-à-dire que ce n'est pas son passé, voilà, c'est son présent. Le fait, par exemple, qu'il n'ait pas décroché l'appel quand on l'a appelé après la première X contre la Cité Rouge, effectivement, peut-être qu'il n'était pas au courant. Mais dans l'autre sens, la question qu'a posée un des jurés était de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelé lui à la base? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il a eu cet appel? On n'appelle pas tout le monde quand il y a une rixe. Hormis les témoins qui l'ont affirmé à l'écrit et qui n'ont pas pu venir, personne ne dira à la cour « j'ai formellement vu MHD ». Mais toujours est-il que sa défense, qui était de présenter le personnage totalement mainstream, ne pouvait s'effondrer que face à ce faisceau qui a convaincu les jurys. Parce qu'à la fin, ils doivent se dire, soit c'est effectivement lui, sachant qu'il y a des accusés qui ont été innocentés, notamment le frère de Monsieur M, soit il sait qu'il l'a fait et il le cache. Je pense qu'on a tous vu passer, ou alors au moins entendu, cette vidéo terrifiante des cris de la mère de MHD à l'annonce du verdict. Et je pense que ça m'a terrifié comme ça vous a terrifié. Parce que quand j'ai vu cette vidéo passer, je me suis demandé encore une fois pourquoi est-ce que j'étais allé voir ce procès. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'était pas pour faire une vidéo à la base, vraiment pas. C'était pour faire toute autre chose que j'espère que je ferai d'ailleurs toujours. Mais j'ai aussi consulté des amis producteurs dans l'industrie. Tout le monde m'a dit franchement, tu es sûr qu'on ne va pas t'agresser, qu'on ne va pas te... c'est dangereux, tu vois que les médias arabes n'en parlent pas forcément. Et la question que je me posais, c'est de savoir pourquoi est-ce que je me suis demandé pourquoi est-ce que Loïc n'avait pas de visage, ce genre de choses. J'aurais pu ne pas me poser la question. Et après avoir vu tout ça, je me suis dit qu'en vérité, la réponse était juste parce que Loïc est mort de façon horrible. Personne ne mérite ça. Mais en plus, et c'est le plus grave, il est mort pour rien. Je ne suis pas aussi en train de dire que des fois on peut justifier la mort de quelqu'un ou alors que... Voilà. Mais vraiment, fatalement, là, vous venez d'écouter une vidéo ou alors d'écouter une histoire pour certains qui véritablement se base sur du rien. C'est-à-dire que les mamans pleurent, elles sont effondrées, elles ne savent pas quoi faire. J'ai énormément été touché par le témoignage de Monsieur T et ce parallèle qu'il avait avec sa mère qui se bat pour que les enfants ne soient pas dans ça et qui lui-même se retrouve dans ça parce qu'il y a le manque du père et ça. C'est-à-dire que ça m'a bouleversé de les écouter. Je ne vais pas pleurer sur l'internet de Beyoncé et de Nicki Minaj. Et en fait, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que certaines personnes ont pu me dire justement quand je discutais avec elles, c'est pas parce que Loïc est d'origine camerounaise. Parce qu'en réalité, ça aurait même pas été le lien entre moi et Loïc. Ce que j'aurais perçu chez Loïc, c'est le côté où c'est toujours dur quand tu es d'un pays, d'aller dans un autre pays, tomber dans la dépression. Je suis passé par là et je pense que ça touche beaucoup de personnes qui quittent leur pays d'origine, quelle que soit la couleur de peau. Donc en fait, je pense que toute personne même racisée ou même non racisée comprend la détresse de quelqu'un qui se retrouve ailleurs et qui finalement tombe dans des travers. Donc c'est au-delà de ça. C'est que je me suis dit au final que le visage de Loïc est certes le sien, il mérite d'être affiché, mais il est aussi finalement le visage de Harry et peut-être ce qu'aurait pu être, avec tout le respect, le visage du petit frère de MHD et de tous ces jeunes, donc du coup, qui sont embrigadés dans des guerres qu'ils ne comprennent pas pour des causes qui n'ont pas de sens parce qu'au final, là, vous et moi, on ne sait pas de quoi on a parlé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tangible dans ça. Des gens meurent, des vies se perdent, des moments sont brisés. Et j'imagine qu'avec tout le respect, même la mère de Loïc, entendant les cris de la mère de MHD, doit être meurtrie parce qu'aucune de ces mamans-là et aucune des mamans qui vivent encore dans ces cités-là ne souhaite vivre de telles horreurs. Il est parti devant moi pour ne plus revenir. J'aurais dû l'arrêter ce jour-là. Vous savez, pour moi, c'est la chanson de Kendrick Lamar. Une culture n'est pas censée vous détruire. Si à un moment ou à un autre, votre culture, à un niveau, est le moteur de votre propre destruction, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu l'intègres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Dans un récap des éléments afin d'avoir une vue panoramique, Loïc meurt à 2h54. MHD, 3 heures avant, reçoit un appel qu'il dit n'avoir pas décroché. Mais selon la police, ça se passe après une attaque de la Grange Aubel contre la Cité Rouge. Il se rend justement à la Cité Rouge et il laisse sa voiture. C'est cette fameuse voiture qui va servir à Loïc et à commettre le fameux crime. Et dans la vidéo, on voit d'ailleurs un homme qui a une teinture blonde très active qui violente Loïc et qui a un maillot Puma. C'est l'un des premiers éléments qui va contre MHD, en plus des témoins qui disent au début dans certains médias et à la police l'avoir vu. À ça se rajoutent les fameux téléphones, c'est-à-dire que les téléphones de MHD étaient dans la voiture au moment où Loïc a été violenté. Mais il réussit à les récupérer avant que la voiture elle-même ne soit brûlée. En face, les avocats de MHD défendent en disant principalement c'est un bon gars, il a réussi à sortir de la rue. Premier point, il prête toujours sa voiture à tout le monde, ce qui est vrai. Sa sœur dit qu'elle l'a vu, c'est un alibi, mais de l'autre côté, c'est aussi une sœur, donc en fait, ça peut être partiellement pris en compte par le jury. Troisième point, les témoins qui disent l'avoir vu ne viennent pas au tribunal. Si certains estiment qu'ils ont peur, ça peut aussi être effectivement parce qu'ils ont menti et qu'ils ont voulu nuire à MHD. En plus, les policiers ne sont pas allés récupérer les images de la supérette où on disait avoir aperçu MHD. Ils n'ont pas non plus fait une enquête autour de tous les personnages de la cité qui pouvaient avoir la même coiffure que MHD. Donc tout ça pourrait être une sorte de hasard si le lien entre MHD et les Rix n'était pas fait par sa propre musique, à savoir qu'il cite nommément Harry promettant une vengeance aux gens d'en bas. Et l'un des arguments de la partie civile pour justifier son implication aura été de dire qu'étant le meilleur ami du frère d'Harry, ayant promis la vengeance à cette cité-là, tout le faisceau d'éléments autour de sa présence dans ce crime ne pouvait pas être uniquement circonstanciel. MHD a été condamné, il fera peut-être appel et se défendra peut-être d'une autre façon, mais en tout cas, j'ose espérer que l'histoire, ce qu'il a vécu, puisse servir de leçon à plusieurs autres rappeurs d'abord dans leur rapport à la rue. J'ai vu que Niska parlait du fait que plusieurs jeunes rappeurs ont encore du mal à se détacher de cet écosystème-là. On chante la street, on vient de la street. T'as fait la street. Qu'est-ce que t'as besoin de prouver encore? À qui surtout? On veut pas voir un Al Capone. On veut voir des mecs qui s'en sortent. Et beaucoup de gens que j'ai vu, des jeunes arriver dans le rap déjà, se font par ça, clairement. Et au-delà des rappeurs et justement des stars, j'espère que plusieurs petits garçons qui, pas me regardent moi parce que moi, voilà, mais qui regardent ça et qui ont été embrigadés dans ça depuis tellement longtemps, trouveront les moyens, les ressources et la force de s'en sortir. Parce que les gars, en vrai, c'est même pas pour faire le gars, je suis votre grand frère de très loin, j'imagine. Premièrement, ça ne sert à rien. La plupart d'entre vous, j'ai cru comprendre que pour certains, c'était pour sortir les mamans de cet écosystème-là, mais je peux vous assurer que beaucoup d'entre elles préféreraient quand même que vous soyez en vie, que vous ayez des petits métiers, même si on n'est pas super riche. Elles nous aiment comme ça, en fait, nos mamans, en vérité, je vous assure que c'est vrai. On n'est peut-être pas, voilà quoi, elles sont peut-être gueulantes et tout, mais elles préféreraient en vrai qu'on soit, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit à la maison avec elles, avec nos petits jobs, c'est pas très grave. Donc, franchement, je sais que des fois, le rêve du capitalisme, des grosses voitures et tout, peuvent nous emmener dans certaines voies, mais je pense que c'est pas utile et que franchement, surtout encore plus pour nous, personnes racisées, ça peut paraître bête et on le ressort souvent comme un slogan dans certaines périodes ou dans certains moments, mais nos vies comptent en fait. Elles comptent à chaque instant. Personne n'a envie, personne ne mérite de finir comme Loïc, surtout qu'en plus, lui, auquel je rends hommage ce soir, n'avait absolument rien à voir avec cette vie-là. Merci de m'avoir écouté. Et encore une fois, c'est mon analyse de ce procès. Il y en aura des dizaines, des centaines qui seront peut-être contradictoires à la mienne, ce que je respecte totalement. MHD fera peut-être appel et sera peut-être rejugé différemment. C'est la loi. C'était mon ressenti par rapport à cette histoire. Et on était dans un décor un peu différent. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Mais on se retrouvera toujours, vous savez. Dans tous les cas, merci d'être toujours très nombreux sur cette chaîne, même dans des moments comme celui-ci. Et à très vite.
Et pas oublier aussi que Loïc était d'une grande intelligence. Dommage, il n'était pas comme tout le monde. Enfin, quand je dis dommage, non. Pourquoi dommage? Il n'était pas comme tout le monde, il était différent des autres, mais pas dans la gentillesse, pas dans la culture, pas dans l'amour, pas dans la bonté. Moi, je l'aimais beaucoup, c'était quelqu'un de bien. Il me manque. Loïc, tu me manques. Voilà ce que j'ai à dire. C'est tout. Et que je regrette de ne pas avoir fait beaucoup plus pour toi. Je regrette. On aurait dû faire tous beaucoup plus pour toi.